J'aimerais dire à toutes ces personnes qui vont écouter la vidéo que vraiment qu'ils essaient de nous aider parce que vraiment c'est pas facile pour nous. Je demanderai à l'administration française de protéger les femmes que vous voyez venir ici. On ne peut pas fuir, laisser toute une famille. Aujourd'hui, la souffrance me suit et mes enfants qui sont innocents, ils en souffrent. On souffre. On soutient la France, hein, mais ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas le cacher. Je dis clairement, on souffre. Donc, sincèrement, les autorités françaises essayent de voir ce problème-là pour nous. Ça va nous faire plaisir. Il y a une dizaine d'années, il y avait beaucoup de jeux d'Asiatiques, notamment de Mongolie, des Géorgiens, Arméniens, donc le Caucase. Actuellement, il y a beaucoup de personnes qui viennent du Nigeria, beaucoup d'Albanais également. Voilà. De Roms albanais et d'Albanais non roms. Il y a aussi quelques Érythréens et Somaliens. Quelques Ivoiriens et Camerounais, Guinéens. Voilà, après, on pourrait multiplier un peu comme ça les pays d'origine des migrants qui s'installent sur Caen. Pourquoi la ville de Caen? Pourquoi quelquefois, ça va être par hasard. D'autres fois, c'est parce qu'il y a un tiers qui est déjà ciblé, un membre de famille qui est déjà installé ici, ou d'autres fois, ça va être sur les conseils d'autres migrants rencontrés sur la route de l'exil. Je pense que, quelquefois pour d'autres, quand on était dans le projet qu'un lieu de passage et finalement les gens s'y sont stabilisés. D'autant plus qu'on est un peu sur un entonnoir comme on est aux portes de l'Angleterre et certains avaient le projet d'aller en Angleterre, se retrouvent bloqués ici et finissent par s'y stabiliser ou à essayer de s'y installer. Bon, tu m'envoies le mail? No, but I will give the information. Je suis arrivé à Paris, c'était vraiment difficile là-bas. C'était vraiment difficile. Et du coup, les frères africains que j'avais vus m'avaient dit que il vaut mieux aller dans les provinces, qu'il ne fallait pas rester vraiment sur Paris parce que c'est vraiment difficile. Donc c'est comme ça que voilà, je choisis de venir, je suis arrivé à Caen. Comme j'étais enceinte, j'ai accouché. Maintenant, on devait me donner un endroit sain pour l'enfant. Et le fille m'a dit à Île-de-France, parce que c'était à Mélin où j'étais. Ils n'ont pas trouvé, ils ont trouvé un endroit à Caen. Et moi, je croyais que Caen, c'est à Île-de-France. Ils ont dit, tu passes tel jour, on va te donner les billets, tu vas partir. On va t'accompagner. Et directement, je vis, c'était pas Île-de-France, c'est en province. Comme je n'avais pas le choix, je suis venue. J'ai pris la décision, voilà, de partir à quelque part où j'allais mieux me sentir, être bien. Parce que quand je suis arrivé à Paris, vu ce que j'avais vu des jeunes
vu le temps que je passais là, et ce qu'ils m'ont expliqué, c'était vraiment dû. Donc, voilà. J'ai pris la décision d'aller ailleurs. Je n'avais pas le choix. Pourquoi tu n'avais pas le choix? Parce qu'ils m'ont dit, si je refuse d'aller au CADA, en province, on ne va plus me donner l'attaque qu'on m'a donnée et on va me faire sortir de l'hôtel. Même avec un enfant, on va le faire. Il faut que j'accepte. Pour l'instant, je ne suis pas encore pris en charge. Donc, en attendant que tout se passe bien, donc ils m'ont logé à l'hôtel Bernier pour attendre la procédure, le résultat. Voilà. Ma prise en charge en tant que mineur isolé. Maintenant, ça fait 6 mois. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi long, c'est fatigant, c'est stressant. C'est vraiment difficile. Parce qu'on va aussi aller à l'école comme notre ami et tout ça, je ne sais pas pourquoi c'est aussi long. On était beaucoup, mais actuellement, il nous reste, on n'est plus beaucoup comme avant parce qu'ils ont laissé d'autres personnes. Donc ils n'ont pas pris la charge, ils ont demandé qu'ils quittent l'hôtel. Souvent, ils disent qu'ils n'ont qu'à aller faire des tests d'os. Et après, ils leur disaient qu'ils étaient majeurs et ils leur demandaient de quitter l'hôtel. Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a souvent, ils disent que bon, les papiers sont bons, mais ils demandent quand même les tests. Ou souvent, je ne sais pas pour quelques raisons, souvent ils les mettent dehors. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est en anglais, donc tu auras besoin de moi. Donc alors, donc ça marche. Hein. C'est bien que tu es là. Donc tu peux aller à la préfecture pour vous demander un réexamen, un dossier pour faire un réexamen. Je te donnerai un rendez-vous. Entre-temps, tu vas nous voir, on finit tout. Et puis quand tu as ta feuille rose, tu viens avec ta feuille rose. Et on... Ça marche. Et j'ai tout envoyé. Tous les dossiers qu'ils ont demandé, tout ce qui doit donner papier à un homme, j'ai tout envoyé. Mais ils ne m'ont pas donné. Là, ils ne m'ont pas donné d'avocat aussi. J'ai fait tout ça là, moi seul. Je n'ai même pas eu un avocat. C'est le jour qu'ils m'ont donné le rendez-vous, quand je me suis rendu à Paris. C'est dans ça qu'ils vont me montrer, monsieur, que voilà ton avocat. Il dit, mais depuis fort longtemps, j'ai pris le rendez-vous avec toi, mais c'est pas aujourd'hui, tu vas te mettre devant moi pour dire que non, c'est moi ton avocat. Il dit, mais c'est désolé. Il dit, non, il connaît toute mon histoire. Donc c'est lui mon avocat. C'est ainsi qu'on est rentré dans le bureau des préfets, machin, tout. Ben là, il parle et puis il dit, ben, il parle avec le préfet, il parle un peu, et puis après il dit, bref. Il dit, mais quand tu dis bref, mais toi tu te dis que tu es mon avocat, mais quand tu dis bref, mais ça fait un peu bizarre. Il faut expliquer les choses à leur nom. Un truc, un problème, tu vois, ce n'est pas comment, voilà. Ben, on dit quand c'est noir, quand c'est blanc. Mais tu ne peux pas parler à le procureur, tu ne peux pas parler à le préfet, et puis tu dis bref. Il dit, mais là, moi, je ne comprends plus rien. Et puis quand on finit l'audition maintenant, il me dit que, mais là, lui, il est découragé. Hein. Il dit, mais comment ça? Quel est le moyen? Donc, moi, j'ai parlé. Il dit, mais j'ai parlé comment? Ben, c'est les faits réels, j'ai parlé. En 2013, parce que j'ai eu un enfant avec un Français, on m'a régularisé. J'ai eu mes papiers, c'était bien, avec le 115, pas de problème. 6 mois après, je suis allée pour renouveler mon récépissé. Ils ont retiré ça. Ils font des enquêtes, beaucoup de choses. Ils ont retiré mes papiers à la préfecture. Et comme ils ont retiré mes papiers à la préfecture, donc je dois quitter l'hôtel. Comme on était à l'hiver, je ne pouvais pas quitter. Fin hivernale, les 115 me demandent de quitter. Aussi, je ne peux pas sortir. Si j'essaye de sortir, à mon absence, il fait sortir les histoires. Mes affaires, comme je suis là, une partie de mes affaires ne sont pas avec moi. Ben là, il s'est caché dans le squat. Ben oui. Je suis caché dans le squat. Mais ça, on ne peut pas dire, tu as vu. Ben, tu me vois comme ça, ben, à partir de 18h, ben, j'ai une voiture pour vous qui est garée sur une parking. Ben, il y a mes affaires dans la voiture, machin, tout ça. Là. Donc, quand il fait tard déjà,
Je prends mes couvertures, mes machins, et puis voilà, je passe la nuit là-bas, personne ne sait que je dors là-bas. Là, je rentre par fenêtre. Quand je me réveille, ben souvent, ben voilà, il n'y a pas chauffage, machin, tout ça là. Je sais qu'il ne fait pas trop froid, bon, je vais verser un peu d'eau sur mon corps, machin, tout, et puis voilà, je me rhabille, et puis voilà. Mais dans le squat, il y a ça, il y a une douche, mais il n'est pas eau chaude. Ouais, c'est ça, c'est la galère. Mais il fait quoi? Il fait avec. Tu vois, je ne peux pas sortir tout en salle, mais ils vont me voir sale comme ça. Mais ce mec-là, est-ce qu'il est normal? Est-ce que ce n'est pas un fumé de drogue? Tu vois, quand tu es sale, ça donne les fausses images. Donc, tu vois, je suis dans une situation, je ne sais pas. C'est pas facile, mais c'est que tôt et tard, un jour, ça va aller. Quand un migrant arrive sur le territoire de Caen, qu'il est sans solution d'hébergement, qu'il ne connaît personne, pour le coup, il peut faire appel au numéro d'urgence pour les sans-abri, qui est le 115. Il est difficile de réserver des places parce qu'il y a des créneaux en fait, bien ciblés dans la semaine qui sont des temps de réservation. Donc il y en a 3 dans la semaine. S'il appelle à un autre moment, la seule réponse qu'il pourra avoir, c'est d'aller à la rencontre du SAMU social dans la soirée ou en fin d'après-midi. Cette rencontre pourra déboucher sur un hébergement, mais pas systématiquement, puisque le nombre de places est insuffisant sur le département. Quand je suis même arrivée au 115, c'était compliqué. L'endroit qu'on m'avait donné, on ne pouvait pas préparer et j'avais rien en poche, on ne me payait pas. Et ils ont trouvé un autre endroit pour nous, où on peut préparer. Et je suis allée là, c'était vraiment catastrophe. La cuisine très sale, les conditions de vie, on ne peut pas vivre. Parce que je ne peux pas montrer, j'ai une cicatrice tout au long de ma jambe droite. Quand je voyais comment était la cuisine, j'ai signalé, j'ai appelé le 115 pour signaler la situation où donc la situation qu'on a dans cet hôtel. Les 115 s'en foutaient. Un jour, j'étais enceinte de 9 mois. Je suis allée pour préparer et les marmites étaient tombées sur moi. Parce que je ne sais pas comment expliquer le cuisine en question, mais on préparait, on utilisait le frigo comme table de cuisine. Donc c'était vraiment horrible. J'ai essayé de prendre quelque chose dans le frigo et les marmites qui étaient sur le feu tombaient sur moi. Et à cause de ça, j'ai dû accoucher. Et personne ne me suivait. Même si j'expliquais, personne n'avait pitié de moi. Quand on va dans les coins d'association, ben, on gagne à manger. Les gars nous donnent des trucs, des bons, des nourritures, machin, tout ça là, Croix-Rouge, machin, tout. On voit tout ça là, ben, c'est bien. Mais pourquoi les bénévolats, ceux-là comme ça, ils aident les gens? Mais les autorités même qui sont en face, ils voient la réalité et ne veulent pas aider les gens. Mais c'est comme ils sont en train de chouchager encore ceux-là. Moi, c'est là mon problème, hein. C'est là la question. Hein. C'est le parcours du combattant que d'être assisté, comme ils le sont. Il faut toujours faire des longues distances pour arriver au bureau où on doit avoir une feuille, pour aller ensuite à l'autre bureau où on peut avoir le service, et ensuite faire des longues files d'attente où on n'est même pas sûr qu'on va être reçu et pas avoir à revenir le lendemain. Tout est comme ça, que ce soit pour l'administratif, dans les bureaux de l'OFI, de la préfecture, que ce soit pour les aides alimentaires ou vestimentaires. Il faut aller chercher un bon d'abord quelque part, et puis ensuite se rendre dans une zone souvent périurbaine où il n'y a qu'un bus toutes les 3 heures pour avoir un sac de bouffe et attendre longtemps, et les gens s'énervent, et les bénévoles qui bossent dans ces lieux-là témoignent de plus en plus de la difficulté d'accomplir l'aide qu'ils ont envie d'offrir. Ils sont vraiment en difficulté devant ce sentiment d'impuissance et puis le bordel que ça occasionne, quoi.
C'est difficile. Oui. Je viens de la Syrie, un pays qui est maintenant dans un conflit, que ça fait presque 5 ans. Je suis venu ici pour un peu fuir la guerre, mais en même temps pour continuer mes études, parce que là-bas c'était un peu difficile. Mon père il était ingénieur civil. Il était aussi président du comité de patrimoine en Alep. Et ma mère, elle enseignait de sciences naturelles dans la faculté. Elle enseignait première année de sciences naturelles, faculté de sciences naturelles dans l'université d'Alep. On est venu à Caen parce que ma sœur et son mari sont là. À l'époque, ils ont pris un nouvel appartement ici à Chemin Vert, dans le Grand Tour, vous pouvez voir. Et on a habité avec eux, chez eux, là-bas, pendant 8 mois, plus ou moins. Et oui, c'est comme ça. Du coup, les premiers mois en France, c'était un peu comme ça, c'était un peu truc. C'était une surprise. Ouais. En fait, on habitait dans un quartier où c'était vraiment compliqué. Où parce qu'on habitait au 4e étage, mais si je monte 4e étage, pas 4e étage. Si je monte au-dessus de la bâtiment, si je regarde les deux côtés, je peux voir les deux côtés. je peux voir le drapeau, régime ou gouvernement syrien, ou je peux voir drapeau frontière islamique. Et je pouvais les entendre le soir. Je peux pas dormir. c'est pas facile, mais oui. On savait pas trop, c'était quand on dit frontière islamique, on dit des terroristes, des terroristes qui luttent au nom de la religion, quoi. Mais on ne sait pas vraiment, il appartient où, Jabhat al-Nusra, aux frontières, c'est le même truc. Non, c'est pas le même truc. Jabhat al-Nusra ou les autres groupes, vous voyez. Mais on sait toujours, il y a quelqu'un, c'est quelqu'un qui va nous faire mal. Chaque jour, il a tiré sur quelqu'un. C'est peut-être pour dire, je suis là. Oubliez pas, je suis là, je vous regarde, je vous fais mal. Il nous fait peur. Il nous faisait peur. Et sur les chats, surtout. Et le mec, vraiment, je sais pas, je veux dire, le mec, il s'amuse, il tire sur les chats, il a rien à faire. Ça va pas. Le mec, il est vraiment malade. Je peux parler comment on est venu, mais c'était pas comme tout le monde. En fait, c'était un visa du visite. Il y a ma tante ici. Il y avait son mariage et il nous a invités. Et comme ça, on a le visa pour visiter la France, normalement pour 15 jours. On avait que de la France parce que ma tante est ici. Et j'avais pas, comme j'ai dit, c'est soit la France, soit jamais peut-être, parce que oui. J'ai des amis, des gens en Syrie ils veulent toujours quitter la Syrie, mais ils peuvent pas parce que ils ont personne, ils ont pas une tante en France. Vous voyez? Ouais. Oui. En fait, vous êtes venu en France Par avion, oui. Légalement? Oui. Et vous êtes resté? Oui. Illégalement? Ouais. Ok. Là, oui, vous avez raison.
on a fait un truc illégal, mais bah, je sais pas si vous vous mettez-vous dans notre place, peut-être. Bah, ce sera un peu con de revenir, dire oui, on fait petit vacances en France, bah, et on revient. C'était un peu, voilà. Ici en France, pour les demandeurs d'asile, c'est soit t'as statut comme réfugié, soit un bénéficiaire. Bénéficiaire. Non, oui. soit un réfugié. Oui, ici en France, pour la demande d'asile, soit dans ton statut, c'est soit tu es un réfugié, soit tu es un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Et la différence que, par exemple, le séjour, c'est pas pareil, la durée du séjour. Pour réfugié, c'est 10 ans. Pour protection subsidiaire, c'est 1 an. Pour moi, je voulais toujours avoir une protection subsidiaire parce que j'ai trouvé, entre guillemets, 10 ans, c'est beaucoup, entre guillemets. Même si je sais que, voilà, je vais pas, l'année prochaine, je vais pas rentrer à la Syrie, mais je veux dire, pendant 10 ans, c'est un peu, ça fait peur, dire 10 ans. 10 ans! Non, oui, ça fait peur. Ça veut dire 10 ans, tu vas rester en France, t'as rien à faire, t'es là, tout est déterminé. C'est un peu prédéterminé, si on peut dire ça. Quand j'aurai mon bac, oui, j'aurai mon bac quand même. Oui, quand j'aurai mon bac, normalement le plan que je vais faire des études de médecine dans le tutorat du camp. Je vais passer l'année de concours. Et après, on verra. Bah, je veux bien faire des études dans le domaine de médecine, même si ça prend un peu beaucoup de temps, mais voilà. Pour l'instant, c'est ce que je trouve plus. C'est ce que je trouve plus convenable pour travailler. Parce que bah, ici en France, je trouve que c'est le meilleur pays pour être médecin. Je sais qu'il y a toujours les stéréotypes, les Arabes, les médecins qui viennent pour des études, et hop, médecin, mais voilà. Mais j'aime bien, mais j'aime pas trop ce stéréotype, mais quand même, je vais faire des études de médecine, et peut-être après je vais spécialité pour être un ophtalmo. C'est ce que je dis maintenant. Mais voilà, on verra. Tu l'as pas trouvé? Ah si, tu l'as trouvé. Tu dormais? Ça, non, j'étais en atelier, du coup, on n'a pas vite fini. On avait des visites là-bas. D'accord. J'en ai laissé mes gars qui sont venus nous rendre visite pour voir ce qu'on fait et tout. D'accord. Je m'appelle Amr, j'ai 17 ans, je suis égyptien. Je suis arrivé en bateau en Italie, deux jours de traversée. En fait, c'était pas facile pour nous. Quand on était des enfants, j'étais 14 ans. Après, on a traversé en mer, tout ça. Après, on a monté dans un bateau. Dans ce bateau, on n'a pas mangé et très peu à boire. On était malade, on était presque mort. On a monté dans le dernier bateau. Ce bateau, c'était en bois. Et dans le bois, il y a un trou. On était presque dans la mer. Après, on a appelé le Croix-Rouge italien. Il est revenu chercher. Ils ont donné des manger, à boire. Quand on était faim, on était mort. On dit pas autrement. On était mort. Après, on a monté sur un petit village. Ils ont pris les noms, les prénoms. Après, ils ont amené. Je suis parti dans un foyer.
J'ai resté là-bas une semaine. Après, j'ai parti avec mes amis pour apprendre le train, pour revenir en France. J'ai pris le train vers 7 h le matin. J'arrivais vers 23 h le soir. J'étais super content parce que j'étais en Europe et je trouvais mon père. Qui ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. Après, j'ai resté avec lui 2 mois. Après, il était ma compagne à Alençon pour que je rentre au collège pour apprendre la langue française. Ils ont me laissé. La 2e année, mon père est tourné en Égypte. Je me trouve tout seul en Europe. Et ça, c'était pas facile quand tu te trouves tout seul. Une seule fois. Il a dormi une seule fois à 115. Et les autres والليالي الأخرى وين قضيتهم؟ في الشارع، ما في الشارع. في الشارع. ايوه. كان في برد شديد أمام. برد شديد جدا، ايوه. يعني انت عارف براد. Il a profité de 115 une seule fois. Par contre, toutes les autres nuits, il les a passées dans la rue. Un seule fois, après moi, tous les jours, appelé le 115. Mais la personne me répond, monsieur, aujourd'hui, nos places. En fait, on vit tous quand même dans notre petit confort, dans nos petites bulles, et les gens ne veulent pas être dérangés, quoi. J'imagine que c'est ça. Donc j'ai une fille qui doit avoir vos âges, qui est à Paris, et chaque fois qu'on se voyait, on parlait de ça, et elle a vu les camps un peu près de la Chapelle, etc. Et on se disait, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi, à part râler devant notre télé, à dire que c'est dégueulasse, et que voilà. Et donc elle m'avait envoyé le contact d'une page Facebook, et il y a 2 mois, qui disait, jeune réfugié soudanais dans la rue à Caen, il n'en peut plus, il cherche un hébergement. Donc bon, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est pas la peine de se dire qu'on veut faire des choses si quand l'occasion se présente aussi clairement, on bouge pas, quoi. Et puis donc le lendemain, on est allé le chercher à la gare de Caen. Voilà. Et ça fait 2 mois maintenant. Ça fait 2 mois. Oui, 2 mois. 2 mois, ouais, oui, le 5. Voilà. Aujourd'hui, habite ici avec ma famille. Hein. C'est qui ta famille? Véronique, maman, un Egil Bab. Quand il est arrivé aussi, ça nous avait fait rire parce que j'avais prévu un plan de camp pour lui donner en me disant bon, ça peut l'aider. Puis il m'a dit non, en fait il s'oriente avec le GPS, c'est super bien. Donc je me suis dit bon, d'accord, on est un peu à côté de la plaque. Un peu de l'ancienne école quand même avec les plans. Puis ma fille me dit mais maman, ils ont traversé le monde, tu crois qu'ils se paument dans le camp? On vous laisse mon connaît. On était assez estomaqués parce qu'il est arrivé, il a un lutin avec tous ses documents, hyper bien rangés, dans l'ordre et chronologique, et rangés par type de document. Donc CPAM, statut de réfugié, enfin il a toute sa vie dans un lutin, quoi. Hein, très très organisé, c'est tout. Non, mais c'est vrai, c'était un peu étonnant, c'est-à-dire que moi je me disais, quand même, quand on vit, on vit par moments dans la rue, c'est compliqué. Tout de suite, il nous a dit, mais j'ai le statut de réfugié, il nous a montré sa carte de réfugié, il est en train de refaire le permis de conduire, par exemple, il a fait les démarches à la préfecture. Ce qui est compliqué aussi, c'est que, comme ces documents originaux, il n'en a pas beaucoup, et puis ils sont en langue arabe, pour traduire, il faut passer par des traducteurs assermentés. Il n'a toujours pas d'acte de naissance, par exemple. C'est l'OFPRA qui s'en occupe, normalement. Donc, voilà, tout ça. Mais il a ouvert un compte en banque, à la poste. Il a une carte bleue. Hein, carte bleue. Voilà, il a le RSA. Enfin, voilà, il est dans sa situation. Il est dans la meilleure conjoncture, on va dire, possible. Ils sont extrêmement délicats, je trouve, par rapport à notre mode de vie, par rapport à notre famille. Il est vraiment... c'est quelqu'un de bien, quoi.
Et ça, je pense que les gens ont parfois des représentations négatives. Et voilà, si ça peut essaimer, faire tache d'huile, moi je trouve ça super. Enfin, que... nos copains, en tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont, par exemple. On est tous un peu dans la même bulle hein, sociale. Ouais. Et les fêtes de Noël, comment t'as trouvé les fêtes de Noël? Est-ce qu'on l'a amené dans la famille? Oui, ça là. Oui, c'est bien. C'est bien de... Oui, c'est bien la nouvelle année. Les amis. La nouvelle année. Ah oui, la Grandville. On vient de Grandville, on a passé le nouvel an avec des copains à Grandville et t'étais quand même un peu... Quand t'as vu la mer, ça t'a... Oui, moi non. Ouais, j'ai bien vu. Parce que alors nous, bon, c'était en face de la mer, à Grandville, bon, c'est super quoi. Et en fait, j'avais pas pensé que la mer, c'était pas un souvenir très heureux pour lui. Et c'est la première chose qu'il m'a dite quoi. Il m'a dit, la mer, c'est la Libye avec plein de gens sur la plage, hein. Oui. Et donc ça l'a un peu... il a mis un petit moment à... Personne, 100 personnes, l'amour, la mer, la Libye. بروكلين. اسمه طبعا انا تذكرت البحر المره اللي فاتت مشينا جرانفيل. جرانفيل طبعا جنب البحر، والبحر انا تذكرت البحر لانه انا وقت جينا من ليبيا كان في المركب كان عندنا 5 ديل ماتوا يعني في المويه، يعني كان حاجه كده عادي جدا، لكن طبعا بيذكرك بالحاجه اللي حصلت في البحر وكده، لكن برضو بعد ده قضينا وقت كويس يعني. ما يبغى لا بروتيك La protection. Oui, la sortie de la Libye, je voudrais la politique. Oui. Mais la Libye, il y a beaucoup de problèmes. En Afrique, la Libye, arrivé à l'Italie, arrivé ici. Comme ça s'est passé en Libye, Afrique, arrivé là, بعد ما وصلنا ليبيا، من السودان طلعنا وصلنا ليبيا، من الكفر هناك، ولقينا واحد مهرب. أصلاً كنا عايزين نشتغل يعني، أنا في السودان عندي مشكلة. بعد ما جينا ليبيا هناك قلنا عايزين نشتغل في ليبيا، لقينا الوضع الأمني ما كويس. الوضع الأمني صعب شديد جدا، في مشاكل مسلحة وكده. قلنا يا أخي ما في طريقة تانية واحد ترجع السودان. تبع لقيت شغل بالسودان بالأصل؟ كده السؤال اللي خليه بعدين. لا يعني قصدي في البداية طلعت من السودان لأني ما في عمل ولا في ظروف؟ لا في ظروف أمنية لأنه أنا مهددين طبعا القبيلة في دارفور. أيوه. تدوكم لإيطاليا. Vous avez amené en Italie. Pourquoi tu n'as pas choisi de rester en Italie? لقينا هناك كمية من السودانيين. هم قالوا احنا ماشيين قدام ماشيين انجلترا. لقينا ايطاليا اللغه الايطاليه صعبه شويه. قلنا نمشي بريطانيا. جينا هنا كمان لقينا الطريق مقفول. قعدنا في فرنسا هنا. انا بعد ما جيت باريس. نعم. لقيت الناس بيقولوا الطريق صعب. Dès qu'il est arrivé là, il a entendu ses copains qui leur dit qu'ils ont lui dit que c'est très difficile d'aller en Angleterre. On m'a parlé de 2 à 3 milliers d'euros, qui sont souvent avancés par les familles aussi, donc qui vendent des terres, qui vendent du cheptel, j'en sais rien, pour financer ce projet. Mais en effet, c'est dément quoi, le coût du voyage, parce que depuis l'Afghanistan ou le Soudan, il a fallu en passer d'autres frontières et payer d'autres passeurs ou d'autres. On entend des fois des chiffres comme 10 000 20 000 euros quoi, de dépenser pour traverser l'Afrique du Nord, l'Europe et arriver jusqu'aux îles, jusqu'au Royaume-Uni. Voilà. Mais quelquefois ça marche, et quand ils y arrivent, pour le coup, les témoignages que j'ai, c'est des mecs qui vont avoir 3-4 boulots et qui vont travailler 18 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour recapitaliser et renvoyer l'argent aux familles qui se sont soit endettées, soit qui ont vendu des biens pour financer ce projet. Voilà. Et du coup, c'est une vie très difficile en Angleterre, mais où il est possible de faire un peu d'argent, quoi. Contrairement à la France. Dans le port de Ouistreham, il y a des migrants qui attendent le ferry for England qui part de Ouistreham.
dans le port de Ouistreham. Y a la mer qui commence et des bleus qui balancent leurs affaires dans les flammes. Mais dans le port de Ouistreham, il y a la Thalasso et des touristes qui flânent ou flambeau casino. Mais dans le port de Ouistreham, il y en a qui fuient la guerre, qui a vu mourir leurs frères, leurs enfants ou leurs femmes. Ouistreham, en fait, c'est assez particulier. D'abord, pour commencer, moi, je suis agent de sécurité. Enfin, j'étais agent de sécurité, il faut conjuguer ça au passé. Et j'étais agent de sécurité au port de Ouistreham, effectivement. Et là, j'ai eu à côtoyer des migrants qui essayaient de passer pour rallier l'Angleterre. De 2010 à 2017, effectivement, il y a eu une nette progression, une nette évolution au niveau de nos missions. Parce qu'en 2010, on était juste agent de sécurité. Donc, à partir de 2013, et suite à ce qui se passait à travers le monde, les attentats, donc on est passé de la sécurité simple à la sûreté portuaire. On n'intégrait pas, en fait, si vous voulez, l'aspect migration dans nos missions, en fait. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il faut savoir que moi, j'avais travaillé pendant 2 ans à Ouistreham, je n'ai pas vu un migrant, un seul, même pas un seul, j'en ai pas vu. Donc, si on me parlait de migrants, bon, pour moi, c'était un fantasme, donc parce qu'il n'y en avait pas à l'évidence. Et du jour au lendemain, et on s'est retrouvés à traquer, à chercher partout où pouvait se cacher un migrant, quoi. Et je ne me faisais pas des statistiques, on va dire. Donc, mais je sais que j'en ai, hélas, arrêté beaucoup, ouais. J'en ai arrêté beaucoup. Le maximum, par contre, je peux vous donner le maximum que j'ai eu à trouver. J'en ai trouvé 23 personnes dans une remorque. C'était d'ailleurs le record au ferry, à Ouistreham notamment. J'ai trouvé 23 personnes dans un camion. Donc c'était le record, on va dire, de ce que j'ai trouvé en fait. Mais bon, c'était loin d'être un trophée pour moi. Malheureusement, je devais faire ça et puis voilà. À l'époque, tous les camions frigorifiques n'étaient pas systématiquement ouverts à l'entrée du ferry. Et ils sont passés, donc, parce que bon, pour nous, c'est un camion frigorifique, il était hors de question que quelqu'un s'y cache. Mais effectivement, il y avait des passeurs qui étaient beaucoup plus, on va dire, malins que nous. Donc ils en remplissaient des frigos et puis ils passaient incognito. Mais maintenant, tout camion, tout véhicule qui arrive au ferry, il est systématiquement ouvert, il est systématiquement vérifié avant qu'il ne rentre dans le bateau. Moi, je sais que je m'en foutais royalement. S'il arrivait que certains réussissent la traversée, bah, c'était tant mieux pour eux. Maintenant, je ne vais pas culpabiliser parce que un ou deux ou quelques migrants ont réussi à rallier l'Angleterre. Mais je sais qu'effectivement, il y a certains collègues peut-être qui se reprochaient pour dire que peut-être ils n'ont pas été suffisamment vigilants pour peut-être que ces gens-là puissent passer. Mais bon, c'est souvent des approches assez conflictuelles. Il y a certains qui se prenaient pour des super policiers. Ils allaient avec force. Parfois, quand on attrapait des clandestins, et s'ils sont restés dans un camion assez longtemps, ça va de soi qu'ils ont envie de boire, qu'ils ont envie d'aller aux toilettes. Donc j'ai eu des collègues qui ont eu une idée géniale. Hein. Donc ils ont trouvé un gobelet qu'ils ont réservé aux migrants. Donc pour le distinguer des autres verres ou gobelets qui étaient dans la cuisine au poste, ils ont marqué clandestin sur le verre en fait. Donc dès qu'un migrant demandait de l'eau, bah, on ne les servait pas avec nos verres à nous, donc on cherchait le verre des clandestins qu'on remplissait et qu'on donnait à ces personnes-là. Donc moi quand j'ai découvert ce verre-là, ça m'a un peu révolté et puis j'ai pris le verre et je l'ai mis à la poubelle. J'aimais pas faire ce que je faisais, mais je devais le faire parce que c'est je suis payé pour, mais je pense que j'ai eu tort de rester autant d'années en fait.
peu de temps. Alors, je suis le préfet, la ministre. Bon, moi je vous salue les uns les autres parce qu'il y en a certains que j'ai accueillis, hein, peut-être que vous vous en souvenez, à Bretteville avec le maire. Bonjour. Alors merci à la presse pour venir. Bonjour, Nicolas Clay, Journal Liberté. Voilà, Liberté, vous êtes dans quel pays? Ouest France. C'est l'organisateur. Liberté, oui, je sais. C'est l'organisateur. Alors, vous m'autorisez à me mettre avec vous? Alors, vous m'autorisez à me mettre avec vous parce que je les ai accueillis dès le départ. Vous pouvez me mettre là? Décalez-vous à droite. Serrez-vous un peu quand même. Hein. Serrez-vous un peu quand même, vous élargissez trop. Par terre. Allez les gars. Voilà, c'est bien. C'est bon. I sleep in Paris 1 month. Before Camp Bretteville in Stalingrad in Paris. They sleep under the ground of the train. After 1 month, I had to come by the police in Bretteville-Solais. But until now, 6 months live in Bretteville. But most of people, Bretteville is good in teaching, and some of teachers, some of help to anything, some of they give foods, some of they play football avec Bretteville-Solais. I hope France will give me my paper. I am happy to live in Caen. C'est une belle aventure collective. Mais vous savez, il faut faire confiance. Il ne faut pas avoir peur. Je pense que un des enseignements, mais pas que là, mais cette aventure-là, c'est à partir du moment où on connaît l'autre, qu'on met un peu de côté ses inquiétudes. L'État moi je me devais d'apporter les réponses précises aux élus qui me demandaient comment ça allait se passer, etc. Mais à partir de là, il faut faire confiance et le résultat est magnifique. Je m'appelle Adeline, je suis chef de service pour une grande association d'environ, je sais pas, je pense 5000, 6000 salariés. Je suis aussi responsable de 3 centres d'accueil et d'orientation en collectif pour des Calaisiens qui sont arrivés le 24 et le 25 octobre dernier. Le préfet a donné son accord pour le projet et ils nous ont demandé en 10 jours d'être prêts. Pendant ces 10 jours, j'ai visité les sites que je n'ai pas choisis, que mon directeur et la préfecture et la DDCS ont choisi. Honnêtement, j'ai pendant tous les visites des 2 sites, parce qu'il y en a un qui était bien, vraiment bien, j'ai eu envie de pleurer. S'il n'y avait pas eu la DDCS et juste mon chef, je pleurais, vraiment. Parce que c'était triste, c'était... Je sais pas comment vous pouvez pas vous imaginer, mais j'arrivais pas à voir en fait des personnes accueillir des gens là, ça me faisait mal au cœur. J'avais les boules de me dire, bah, lundi soir, ou parce que ça devait être le 17, tu vas venir et tu vas devoir dire bienvenue, alors que c'est un endroit que toi-même, jamais de ta vie en fait, tu as envie d'y dormir. Parce que c'était des dortoirs pour un site, avec des grands halls, c'était froid, du carrelage, c'était pas accueillant. Et puis le deuxième site, je vous en parle même pas, le site où on devait accueillir à la base 60 personnes, où le préfet finalement a dit 15 parce que la population, ça chauffait pas mal. Il y avait des tapis de mouches partout. On ne pouvait pas marcher correctement sans... Enfin,
C'était sale, mais super sale. Alors, ils ont fait le ménage, hein, mais quand vous visitez ça et que vous vous imaginez 100 migrants de Calais qu'on met dans des bus, parce que je savais qu'ils allaient arriver comme ça, pour arriver là-dedans, au fin fond de la campagne, c'était trop pour moi. Franchement, on entendait des villageois qui disaient que leur fille allait être violée. Enfin, il y avait eu des manifs FN, on craignait en fait qu'il y ait des débordements. Donc il y avait eu beaucoup de bénévoles aussi qui sont venus, mais pour les soutenir. Et en fait, moi, je suis arrivée la première voiture avec les premiers Soudanais sur ce site-là. Et c'est donc quand on est descendu de la voiture, qu'on a pris nos affaires, qu'on est revenu. Là, en fait, les bénévoles sont descendus vers nous. Et je ne savais pas à ce moment-là si c'était des bénévoles qui étaient pour ou contre l'arrivée des migrants. Et là, on s'approche du coup vers le site, les bénévoles se rapprochent de nous et là, ils se sont mis à applaudir en me disant « Bienvenue, bienvenue » et ils applaudissaient, ils applaudissaient. Ils n'ont pas notre culture du drapeau. Et ça permet de réviser son anglais parce que je disais map, mais non, c'est flag. C'est seulement le Soudanais, hein, l'autre, on l'a pas fait. Vous n'avez pas réussi? Non, mais c'est dommage. En fait, il n'y a que deux Érythréens, alors tant pis pour eux. Ah, mais vous avez quand même le drapeau français. De l'autre côté? C'est parce qu'on a collé dessus. C'est parce c'était plus facile d'acheter des drapeaux français et de coller. Français. Hein? Voilà. Faites-moi comment il est votre drapeau? Ben, faut le mettre comme ça. Oui, il faut le mettre comme ça. Le rouge, non. Comme ça. Normalement, c'est comme ça. Les réflexes, les gestes de solidarité, la volonté d'apporter quelque chose a été bien au-delà. Le maire lui-même, qui pourtant connaît bien ses habitants, a été lui-même débordé au départ, donc il a fallu s'organiser de la création du collectif par toutes les actions de générosité des habitants. Donc il faut avoir confiance en nous-mêmes et puis il faut avoir confiance en l'autre. Voilà. Ils sont tous restés, ils ont tous demandé l'asile sans aucun problème. On n'a pas eu du tout à... Il n'y avait pas de... Moi, je m'attendais à... Parce que dans le cahier des charges, le but, c'est d'aider et d'orienter et de les, on va dire ça, pousser à demander l'asile. En fait, on ne les pousse pas du tout. Hein. La question, elle ne se pose même pas. Ils demandent l'asile, c'est ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux avaient déjà commencé. Plein. Mais étaient du plein, donc en stand-by, par contre. Le dédublinage, c'est un privilège, hein. Spécial Calais. Hein. C'est pas prévu dans les textes normalement, le règlement Dublin s'applique. Si vous venez avec un visa, par exemple, autrichien, ou si vous déposez vos empreintes en Autriche, votre demande d'asile, elle doit être faite en Autriche. Et si vous demandez l'asile en France, ils vous renvoient en Autriche. Il y a des cas où ça ne marche pas, par exemple, le pays ne répond pas, etc. Mais ça, c'est autre chose. Mais en fait, là, c'est de la pub spéciale Calais. C'est pour désengorger les CAO et pour faire en sorte que ça grogne pas. C'est très très politique. Parce que vous prenez un demandeur d'asile lambda qui n'est pas calaisien, qui n'est ni soudanais ni afghan, un Albanais, tiens, par exemple, dans la rue, il est Dublin, il va se faire dubliner. Hein. I have some problem, but until now cannot finish Dublin. I have from Dublin 5 months in Bradfield. Maybe at this month finish or I say offer. And I say to me after that what can do say it? Maybe when France when Italy need to go Italy, maybe if Italy cannot need, you live in France or said like this. I hope to France to give me the paper like this. All are finished Dublin, but left for Eritrean people until now cannot finish. Pour moi, ça signifie que l'État a essayé de trouver une solution urgente à un problème certes urgent, mais qui durait quand même depuis quelques années. Donc, a créé des CAO parce que c'était plus facile.
Mais ça résout pas le problème de l'accueil. L'accueil est beaucoup trop mauvais parce que les moyens ne suivent pas. Parce que depuis 4 ans, il y a un collectif qui s'appelle l'Assemblée Générale de lutte contre toutes les expulsions qui a commencé à réquisitionner des logements vides. Et du coup, la solution en squat est assez demandée parce que les familles peuvent trouver une pièce pour eux ou les groupes de personnes et pour le coup retrouver un peu d'intimité et des choses qui pourraient nous sembler anodines, mais par exemple refaire à manger, avoir un stock de vêtements et pouvoir prendre le temps de se maquiller, de se reposer. Et on observe en général que les personnes qui arrivent sur un squat, même s'il y a toujours la menace de l'expulsion, retrouvent un peu d'estime d'eux-mêmes. Et celui-là, chaussettes. Tongue. American tank. Ah non, c'est tank. Tank, oui, tank. Ah, c'est pas pareil. Non. Tank, c'est comme ça. Ça, c'est tank. Tank. Pas tong. Et là, c'est tong. C'est la même. Non. Tong, tank. Pour le coup, les pouvoirs publics, on ne dialogue pas vraiment avec eux. On peut penser aussi que quelque part ça leur coûte pas un rond et que c'est un petit peu, ça évite un petit peu qu'il y ait trop d'emballement médiatique ou voilà alors souvent c'est des écoles qui vont se mobiliser parce qu'il y a un enfant qui est scolarisé, donc les parents d'élèves, les instituteurs se mobilisent pour soutenir les familles. Enfin après il y a l'emballement médiatique comme je disais enfin voilà, il peut y avoir toute forme. Alors après, il y a les associations aussi de soutien aux migrants, type ASTI, CIMAD, ce genre d'associations qui peuvent aussi soulever et fédérer autour de situations critiques. Voilà. Donc ça dérange aussi, ça dérange sur le territoire, ça fait des vagues et les élus et les pouvoirs publics n'aiment pas tellement ça, quoi. On a construit ce qu'on appelait l'ambassade du Pérou, qui a été un lieu que l'on a commandité à un architecte, Julien Belair, et qui s'est avéré en fait le seuil entre la ville et le bidonville, où on y a invité de multiples acteurs associatifs, des vieilles dames qui donnaient des cours de français, un comité de quartier, etc. Mais c'est le cas partout en France où on va. Je veux dire, comment effectivement on voit ça résiste de partout. Et néanmoins, nous sommes collectivement, je crois, fascinés par le pire. C'est-à-dire qu'on s'échange au quotidien des récits du désastre, des récits de fin de tout, des récits des impasses. Et donc nous, notre premier travail, c'est d'essayer de développer quelque chose comme une politique de l'attention, c'est-à-dire comment être autrement attentif à ce qui s'invente, à ce qui s'affirme, à ce qui se construit. C'est que nous sommes co-responsables d'autres destins que le désastre annoncé dans des relations interfaces qui se jouent. C'est frappant qu'on en fait... j'ai fait pas mal de lieux en France, et à chaque situation où il y a un CAO, enfin des migrants, etc., vous avez 15 collectifs, 18 associations, enfin c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire qu'il y a une puissance. Et qu'on continue de raconter que c'est la pire des misères, qu'on n'a aucune solution, etc., quand on voit la puissance de ce qui se met en œuvre. J'étais à Digne-les-Bains, il y a 3 fois plus de bénévoles que de réfugiés. Il y a un texte magnifique de Nathalie Quintane qui dit, je ne sais pas s'ils vont repartir avec des papiers, mais en tout cas ils vont repartir avec le cholestérol, ils bouffent des gâteaux à n'en plus finir, etc. C'est hallucinant ça. Et donc comment effectivement un élu, mais à Paris c'est la même chose, comment un élu qui fait de la politique doit partir de ça, doit considérer qu'effectivement quelque chose s'invente. Il y a là des acteurs qui sont les militants, les associations, qui sont à l'avant-garde de ce qu'il faut inventer au regard de ce qui va nous arriver dans la figure. C'est-à-dire que les mouvements migratoires, c'est pas un accident comme ça. C'est-à-dire que c'est presque le paradigme du XXIe siècle.
Donc on est à l'amorce de mouvements extraordinaires. Et c'est effectivement ces associations-là, ces militants-là, qui sont au devant de ce monde-là. Et l'arrière-garde, c'est les acteurs publics qui détruisent, qui expulsent et qui considèrent qu'effectivement, c'est en nettoyant qu'on va résoudre la chose. Donc là, ça, c'est le monde passé, ça, c'est le monde mort, et on voit combien c'est une gabegie financière invraisemblable, et ça ne consiste qu'à faire se reproduire le même un peu plus loin. Vu la République, la fraternité en ses fondements, l'hospitalité à l'horizon. Vu les bouleversements des temps présents, la perspective de mouvements migratoires extraordinaires à venir, la démultiplication annoncée de jungles dans les plis et replis de nos métropoles. Considérant que Mohamed, Hamid, Zimako, Youssef et tant d'autres s'avèrent non de pauvres démunis, mais d'invétérés bâtisseurs qui, en dépit de la boue, de tout ce qui bruyamment terrorise ou discrètement infantilise, ont construit en moins d'1 an 2 églises, 2 mosquées, 3 écoles, un théâtre, 3 bibliothèques, une salle informatique, 2 infirmeries, 28 restaurants, 44 épiceries, 1 hammam, 2 salons de coiffure. Des histoires d'humanité reléguées au statut d'anecdote dans l'histoire officielle de la crise des migrants témoignent d'un aveuglement criminel à l'endroit de ce qui vient, d'un mépris mortifère de ce qui s'affirme. Considérant que la faillite des acteurs publics et l'incurie de leurs solutions sont si vastes que dans 1 semaine, 1 mois, 1 an, la jungle de Calais apparaîtra au centuple et demeurera comme seul trésor public le fruit de ce que Calaisiens et exilés auront cultivé malgré tout. À savoir ce qui nous rapproche.